sujet de contamination croisée. Alors, c'est un énorme sujet, la contamination croisée. Déjà, petit point BPF, contact croisé, je pense que c'est la définition la plus simple du glossaire, hein. Ça veut dire, dans les BPF, contamination par un autre d'un produit par d'un autre produit. Dans les BPF, le terme contact croisé est quand même cité 72 fois, ce qui est énorme, hein, par comparaison, vide de ligne n'est cité que 3 fois. Ça montre juste, l'importance du sujet, parce qu'on va le voir, hein, la notion de contamination croisée, touche tellement de choses, que ça soit les locaux, que ça soit le personnel, que ça soit la production, que ça soit le labo, que ça soit vraiment vraiment tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans les BPF. Pour introduire le sujet, donc j'ai repris comme Ludo la définition. Donc on a aussi la contamination croisée, ce n'est qu'un des types de contamination, hein. Donc on va pas parler ici de contamination chimique ou biologique, microbiologique, particulière. On va vraiment parler de la contamination croisée, qui est bien la contamination d'une matière ou d'un intermédiaire de produit, d'un produit fini, d'un vrac par une autre matière, un autre produit, un autre intermédiaire. On sait pas un scoop de, bien sûr, se rendre compte que ce risque, c'est un des risques les plus critiques de la sécurité pharmaceutique, Je pense que puisque c'est le plus critique, hein, c'est le plus critique, hein. franchement, quand on regarde les efforts que peut Euh, faire l'industrie pharma, c'est vraiment celui où on passe le plus d'énergie, de temps et comme disait Christophe tout à l'heure dans le chat, Tout à fait. quand on le libère, c'est vraiment le truc où on n'aimerait pas un jour voir une réclamation, suspicion de mix-up, de contamination croisée, dans une réclamation, quoi. Tout à fait. Et D'ailleurs, donc, c'est les seuls défauts rédhibitoires. C'est les défauts de oui, mix-up, qu'on va classer en rédhibitoire, là où même des défauts de stérilité ne sont classés qu'en critique, pour juste dire le niveau de criticité mhm, sur ce sujet-là. tout à fait. Donc, affecte bien sûr, hein, la qualité du produit et la sécurité du patient. Eh oui. Et donc, c'est pour ça qu'on y passe tant d'énergie et on va se rendre compte, bien sûr, que ça peut survenir à toutes les étapes de la production, depuis la réception des matières jusqu'à l'envoi du produit fini. À tout moment, on peut être face à face avec cette problématique, que ça soit un mélange de matières actives ou une contamination d'un produit vrac par un autre produit, mais aussi ça peut être simplement une contamination par une notice d'un autre produit, une erreur d'étui qui n'est donc pas appropriée par rapport au produit conditionné. Donc c'est très très variable, très varié, et c'est la raison pour laquelle je veux dire, le risque est tellement étendu, que ça génère beaucoup d'énergie Et pour maîtriser ce risque. Et donc, en parlant, ça va toucher bien sûr toutes les industries. On a un cas encore un peu plus critique qui est le sous-traitant pharmaceutique, qui lui est déjà face à un panel relativement étendu de formes pharmaceutiques, de produits, ce qui génère encore plus de risques. C'est sûr que plus on fait de produits sur un même site, plus il y a de risques. C'est sûr qu'une usine dédiée ne va pas générer beaucoup de risques de contamination croisée. Et donc, plus la production est diversifiée, plus le risque est également divers. et on va le voir par Et la donc, suite, ça peut être même voilà, encore, on va plus voir par la complexe, suite. pour les sous-traitants, on le verra dans ta présentation parce que, Tout à fait. récupérer les données, parfois c'est la Ouais. croix et la bannière. On n'est pas nécessairement toujours aux sources des données et donc on a une étape supplémentaire à, à franchir qui est de récupérer toutes ces données des différents donneurs d'ordre et on verra que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, donc j'ai mis en bas de page de la première slide aussi toutes les références des PPF. Comme l'a dit Ludovic, de fait, c'est un des mots les plus répandus dans les BPF et on verra qu'il y a aussi énormément de chapitres des BPF qui citent que ce soit les moyens de maîtrise,
les moyens de formation, les solutions aussi, qu'elles soient organisationnelles et techniques, qui sont listées dans les BPF. Et donc, on a quand même pas mal d'informations à récupérer dans les BPF pour être plus armés face à ce risque. Bah, c'est là où moi je trouve ça intéressant parce que c'est un des risques vraiment les plus importants dans l'industrie pharma. Au moins, les BPF ont quand même très 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 fortement décrit ce Elles ont qui- donné des pistes, ouais, c'est donc, des pistes très très des très bonnes pistes, voilà bien énumérées, beaucoup plus que ce qu'on a pu avoir dans les BPF pour d'autres sujets où en général, exactement. les BPF donnent les objectifs mais n'expliquent pas les moyens. Exactement, là c'est très 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 explicite, hein, voilà. Je remets, Oui. hein, tu as cité les chapitres. Bah, si vous voulez découvrir un peu, vous allez dans les BPF. Il y a notamment bah, le chapitre dédié production 5.17 Chapitre 5, oui. ouais, 5.17, vraiment un chapitre dédié au risque de comment maîtriser la contamination croisée. Vous avez 2 pages à lire et ces 2 pages sont extrêmement importantes, comme beaucoup de choses, mais là, pour la partie production, sont extrêmement importantes et vous allez avoir plein, plein, plein de choses. Alors, c'est pas des conseils, hein, c'est plus que des conseils à appliquer, hein. Donc, non, mais moi, je suis quand même plutôt satisfait parce que c'est vrai qu'on l'a déjà dit, nous, sur QP Pharma, parfois les BPF sont un peu vagues et là, j'avoue que c'est assez explicite et très, Je très. pense que c'est un des seuls cas où on a autant d'explications sur un sujet. Ouais, quand on voit que vide de ligne, Mirage, etc., il y a quasi zéro, là, c'est très bien. Alors, on parle beaucoup de mix-up, mais il y a pas mal de voies différentes qui vont mener à des contaminations croisées. Donc là, ce sont les 4 voies. C'est celles qui sont décrites dans pas mal de documentation sur le sujet. Et le mix-up, comme on voit, n'est que une de ces voies-là. Par contre, c'est quand même le plus grave, c'est-à-dire que c'est celui qui va vraiment générer la contamination la plus importante pour un patient, puisque le patient va risquer éventuellement de prendre une dose d'un produit différent. Donc, c'est là où on a le risque le plus important, mais c'est a priori aussi là où on a le plus de moyens de détection en amont pour éviter justement que ça puisse se retrouver sur le marché. Cette voie, bon, c'est une des plus, on va dire, une des plus classiques, celle qui est la plus évidente quand on parle de contamination croisée. Et c'est pas celle que je vais développer aujourd'hui, puisque comme l'a dit Ludo, vous avez déjà eu pas mal de débats sur le sujet. On va donc plutôt s'attacher à 2 autres voies qui sont en termes de risque. Vous voyez, la deuxième voie la plus risquée, c'est la voie de la rétention. Donc là, les résidus de matière active, de produits qui vont rester sur des équipements ou sur des pièces, des parties d'équipements en contact avec le produit. Donc là, on va être directement en lien avec tout ce qui est nettoyage et validation du nettoyage. En termes de risque, c'est c'est la deuxième voie la plus importante en termes d'impact. C'est là Mais où il faut on utiliser va la petite aussi, lingette de tourniculaire. voilà, faudra une bonne lingette. Une très bonne Et lingette. en plus, Mais on une a quand même lingette encore validée. des moyens de détection, mais ces moyens de détection sont déjà un petit peu plus sophistiqués et vont être liés à la validation du nettoyage que je développerai un peu plus tard. Ah, c'est pas juste Là, on passe un coup de lingette jusqu'à ce que la lingette, la dernière, soit propre. Je pensais que c'était ça, moi, tu vois. oui, Ça ça fait pourrait. nettoyer jusqu'au moment où on ne retrouve plus rien. C'est pas vraiment ce que recommandent les GMP. C'était Hein, avant. c'est plutôt nettoyer une bonne fois. C'est aussi bon du premier coup. C'est ça qu'on doit atteindre en fait. Hein. Et donc la validation nettoyage, on va voir, il y a moyen de détecter encore cette deuxième voie. C'est déjà un petit peu plus complexe, mais avec un programme bien conçu, c'est encore un risque qu'on peut maîtriser relativement, on va dire facilement, entre guillemets. La troisième voie, elle est déjà un petit peu plus indirecte. C'est la contamination par transfert mécanique. Donc là, on va plutôt être sur des outils,
sur des gants, sur des habits, donc des tenues de production qui vont elles-mêmes être contaminées et qui vont pouvoir déposer au passage cette contamination sur des équipements, sur des parties sur des fûts, sur des autres parties qui elles-mêmes sont en contact avec le produit. Donc là, on est déjà un petit peu plus loin du produit, mais il faut se rendre compte que si je transfère un outil mal nettoyé d'un équipement qui a fabriqué le produit A et que je transfère ce produit poussiéreux sur un équipement qui est en train de produire le produit B, ben, on peut pas on peut éventuellement imaginer que cet outil va transférer des contaminations d'un produit à l'autre. Ouais, il y a Aïcha justement qui nous dit dans le chat l'embout d'aspirateur d'un équipement à l'autre. Je pense qu'effectivement, c'est un Voilà, très ça très bon c'est exemple. une idée. Voilà, par exemple, surtout que les embouts d'aspirateur, d'autant plus s'ils sont un peu scotchés, hein, parce qu'en général, on est parfois très adepte du scotch. Bon, c'est encore pire, bien sûr. Mais c'est vrai que on va dépoussiérer une blistériseuse, par exemple, et puis après, on va peut-être un peu oublier de nettoyer l'embout de l'aspirateur, et puis on va on va aspirer le lendemain le même équipement, mais c'est plus le même produit. Donc là, c'est sûr, c'est un super exemple. Ouais, Merci Aïcha. ouais. Et j'attire votre attention. Je vais réagrandir un peu le scope, la discussion, mais tout ce qui est équipement un peu transverse, c'est souvent quelque chose qui peut être une plaie à la fois pour la partie contamination croisée de produits, mais aussi de composants. Moi, j'ai déjà connu des quasi mix-up parce que bah, vous retirez une pièce de format, vous la mettez en dehors de la ligne et puis vous la remettez 15 jours après, sauf que bah, vous avez des contenants encore à l'intérieur, enfin des produits encore à l'intérieur et puis boum, ça retourne directement. Donc n'oubliez pas de vider aussi vos pièces de montage d'équipement que vous retirez. Et pareil, les contenants, j'y pense, mais les contenants, j'ai déjà connu un quasi mix-up parce Les que couvercles des couvercle, contenants, par exemple, exactement, souvent. un couvercle de contenant. Donc là, ça, c'est des choses qu'on a eu aussi, nous. Ouais, On donc a pu tous, avoir ouais, des cas identiques, les petits comprimés qui se mettent juste dans le cerclage oh ou oui, je vois dans bien. la l'anfractuosité qu'il y a sur le couvercle, et puis qui restent là coincés et puis qui ressortent au mauvais moment. Et oui, mais c'est là où Christophe dit, d'où les pièces de format dédiées sur certaines lignes quand on peut, exactement, Voilà. parce que c'est à la fois pour Ça, le c'est nettoyage et c'est à la fois aussi pour le risque de mix-up. Donc voilà, vraiment, quand vous voulez tout maîtriser, il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser, y compris les pièces qui vont d'une ligne à l'autre. c'est sûr qu'on a sans doute souvent intérêt de dédier tout ce qui est difficile à nettoyer ou euh, qui était, je vais dire, pratiquement impossible à vérifier. C'est pas seulement qu'il est difficile à nettoyer, mais si on peut même pas prouver qu'il est propre, parce qu'on a des grandes difficultés de l'échantillonner, ben, il vaut mieux dédier. Ça, c'est une des pistes, on verra, de solutions quand on a des soucis de nettoyage ou autre. On verra dans quel cas c'est la bonne solution. Yes. On passe à la Et donc après, troisième voie. on va Ouais. arriver doucement à la dernière voie. Alors la dernière voie, c'est celle qui semble la plus, je vais dire, difficile à appréhender, qui est dans tous les cas, heureusement, la moins risquée et la moins impactante parce qu'on est vraiment sur des quantités beaucoup plus faibles. Par contre, si ces quantités faibles de poussière sont des poussières de produits hyperactifs, le danger reste important. Donc là, c'est le transfert aéroporté. Donc là, c'est vraiment les mouvements d'air poussiéreux qui peuvent à la fois se propager d'un local à l'autre. Ce sont des nuages d'air poussiéreux qui vont permettre à de la poussière de sédimenter sur des pièces d'équipement, sur des murs. C'est la poussière sur le sol qui va propager, que les opérateurs en marchant vont propager dans d'autres locaux, même si dans tous les cas, c'est la plupart du temps invisible.
Et donc là, c'est les deux cas, la rétention et le transfert aéroporté. Dans la majorité des cas, le danger est tout à fait invisible. Une machine visuellement propre n'est pas nécessairement chimiquement propre. Et un air, je vais dire, qui a l'air transparent, entre guillemets, contient des particules d'actifs. Sans aucun doute, le risque zéro n'existe pas. Donc on a dans tous les cas, même dans les meilleurs systèmes de conception, de traitement d'air ou d'équipement, on aura toujours des particules en suspension ou des particules retenues sur les équipements. La seule différence, c'est que les quantités seront extrêmement faibles, Ouais. mais on aura toujours quelque chose. Donc Oui. le danger, le risque zéro n'existe pas. Exactement. Comme beaucoup de choses. C'est un peu parfois la même chose que le stérile. C'est à l'inverse du stérile, mais il y a quand même des philosophies, on le verra aussi dans la conclusion, philosophiques qui Oui, sont parfois un peu similaires. Combattre c'est l'invisible. similaire. Oui. Là, on est sur des matières inertes, on n'est pas sur du vivant, mais on est exactement dans la même approche. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien. Voilà. Et c'est là où c'est sûr que il faut non seulement être vigilant, mais il faut toujours bien réfléchir aux opérations et pour l'opérateur à être vigilant et à comprendre les risques qu'il peut entraîner par son comportement, même si c'est invisible. Et oui. Du coup, on a une question dans le chat. Alors, question, hop, je l'ai perdue. Ala et Bella 99, première fois dans le chat. Coucou et bienvenue. Et donc, du coup, elle nous pose la question, le transfert aéroporté explique-t-il que certains ateliers soient dédiés? Exemple, hormones. Et la réponse est oui. Il n'y a pas que le transfert aéroporté qui peut expliquer que les hormones ont toujours été, dans toute la littérature, on a toujours eu cette indication de séparer les hormones. Après, ça dépend quelles hormones, hein, principalement les hormones sexuelles. Il n'y a pas que le transfert aéroporté, il y a aussi la toxicité en fait de l'hormone qui, par leur activité à extrêmement faible dose, il faut se rendre compte que dans un contraceptif hormonal, dans un comprimé, on peut en avoir que 20 microgrammes d'un actif, donc c'est extrêmement faible. Et donc, par cette hyperactivité, évidemment, la contamination croisée par ce type de produit, elle est d'autant plus critique. Donc, et pas uniquement par le transfert aéroporté, ça peut expliquer aussi des machines dédiées uniquement à cause de la validation du nettoyage. Pour réussir à éliminer ce type de molécule qui est d'autant plus insoluble dans l'eau, c'est pas le plus simple. Et donc, ce n'est pas uniquement à cause du transfert aéroporté, mais c'est une des raisons. Il y a Phil qui nous dit dans le chat, le 21 CFR 211.42 l'exige depuis 1978. Opération. De toute façon, tu vas nous expliquer vraiment le principe de la contamination aéroportée, etc. Donc, on va voir aussi du coup. On va voir ça. Ouais, on va voir ça par la suite. C'est ça. Dans la suite, en fait, on va juste développer la partie rétention et la partie transfert aéroporté. Exactement. Donc, la rétention, cette voie de contamination croisée, elle est en lien direct avec le programme de nettoyage, l'efficacité des méthodes de nettoyage et également la vérification de cette efficacité, qui est la validation du nettoyage ou vérification du nettoyage. Ça dépend si on est sur une approche systématique ou si on est sur une approche beaucoup plus globale, que ce soit worst case ou autre. Donc, la vérification, la validation du nettoyage, sans doute, je vais pas apprendre beaucoup de choses à nos suiveurs,
c'est bien la preuve documentée que le nettoyage sert à éliminer les résidus, que ce soit des résidus d'autres principes actifs, des résidus d'agents de nettoyage, des résidus d'excipients et aussi, bien sûr, de la contamination microbiologique. Ce qui est un des points importants, c'est déjà d'appliquer les procédures de nettoyage qui auront été développées de manière appropriée par rapport au type de principe actif qu'on manipule. Ensuite, on va faire des prélèvements à des endroits aussi pas anodins, c'est-à-dire qu'on aura déjà défini quelles parties de nos équipements vont être prélevées. Bon, en général, les parties qui sont les plus souillées à la fin du process, celles qui sont aussi les plus usées, les plus rayées, qui risquent donc de retenir plus de matière, celles qui sont les... Par contre, on est bien obligé de prendre des parties qui sont quand même accessibles. On ne va pas demander d'aller faire des prélèvements je vais dire, en utilisant, je ne sais pas moi, des endoscopes ou autres. On est bien obligé d'avoir des parties accessibles. Donc, on a un petit biais par cette solution-là, mais voilà, on n'a pas beaucoup le choix. On aura alors ensuite analysé ces prélèvements et on les comparera avec un critère d'acceptation qu'on aura défini, on peut voir par la suite. Et il y a deux autres aspects très importants aussi qui sont, je vais dire, les best-of des questions des auditeurs ou inspecteurs quand on parle de validation nettoyage. C'est la partie validation de la durée de stockage sale et puis la validation de la durée de stockage propre. Alors, la validation de durée de stockage sale, elle a un impact direct sur l'efficacité de notre nettoyage. C'est le principe du plat à gratin. Si je nettoie mon plat à gratin tout de suite ou si j'attends une semaine pour le nettoyer, c'est sûr que je vais devoir déployer un peu plus d'énergie et utiliser plus de détergent pour y arriver. Je fais un coucou à ma chérie à ce moment-là. Elle aime bien le gratin. Ah bah on a fait un gratin dauphinois pas plus tard que dimanche. Voilà. J'y ai passé mon après-midi. Ah voilà, à nettoyer le plat. Et encore en plus à la maison, on fait quand même pas de prélèvement après. On serait parfois bien étonné. Non, le prélèvement, c'est madame qui est revenue et qui a dit bon, je renettoie un coup. Bon, il faut refaire. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est la durée de stockage sale. Et puis après, on a la durée de stockage propre. Là, bon, ça arrive de temps en temps aussi à la maison. Le beau service qu'on ne sort qu'une fois par an, il se peut quand même que quand on le sorte, on doit quand même le nettoyer avant de l'utiliser. C'est le même principe, la durée de stockage propre. Là, bien sûr, on va aussi avoir l'importance de l'environnement de stockage et de comment sont stockées ces pièces-là. Donc ça va avoir un impact direct sur justement l'état de propreté de nos équipements au moment où on va les utiliser. Donc ça, c'est les best-of. Je ne parle pas de la longueur des campagnes parce que ça, c'est encore un autre best-of des questions validation nettoyage. C'est pas le sujet, mais on pourrait aussi en dire des choses sur ce sujet-là. Alors attends. Voilà, donc ça va être grâce à cette validation nettoyage ou cette vérification nettoyage qu'on va pouvoir prouver que justement cette voie de contamination de type rétention est maîtrisée et que dans tous les cas, si résidu il y a, et il y en a toujours, un minimum, la quantité de résidus ne sera pas supérieure à notre critère d'acceptation et donc ne sera pas un risque pour la sécurité du patient et la qualité du produit. Donc ça, c'est vraiment la réponse à cette voie-là de contamination croisée. Les 3 bons conseils de Léa pour la validation nettoyage. Donc déjà, c'est la partie la plus importante, mais pas la plus simple, c'est de pouvoir décrire, détailler, définir de façon très claire et très précise les méthodes de nettoyage. Que ce soit des méthodes automatiques, on va dire, c'est plus simple, ce sont des recettes.
Les méthodes manuelles, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour qu'elles soient appliquées de façon correcte. Donc là, c'est un travail qui est absolument nécessaire, mais qui est vraiment pas simple. Et ensuite, idéalement, une fois qu'on les a définies clairement et précisément, mais il faut surtout s'assurer qu'elles sont respectées. Et respectables, je veux dire, on peut avoir aussi parfois des descriptions qui sont pas suffisamment pratiques. Et donc, il faut vraiment aller sur le terrain et s'intéresser au travail des personnes qui effectuent ces opérations-là, qui ne sont pas les opérations les plus simples, ni les plus agréables, ni les plus valorisées. Donc, c'est important de les accompagner et de leur faire, de leur, je veux dire, de les valoriser sur ce travail qui est une opération de production au même titre qu'une autre opération de fabrication. C'est Exactement. tout aussi important, voire plus important. Et oui. Et c'est vrai que c'est un très bon débat et c'est très bien parce que, bon, déjà, bien entendu, il faut vraiment décrire ces méthodes parce que du coup, étant donné que ce sont des méthodes manuelles, si on veut être un peu reproductible sur l'aviation du nettoyage, forcément, il faut que ce soit bien écrit pour que tout le monde fasse de la bonne manière. Et puis, il faut vraiment porter un message clair auprès des personnes qui vont réaliser ces opérations, au même titre que vide de ligne, un nettoyage, c'est tout aussi critique que la prod, voire plus critique que la prod, parce que ça permet Tout à fait. Oui, de valider la suite. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu quand à un moment, bah, vous essayez d'un peu de changer les choses, et puis bah, moi, on me l'a déjà dit, non, je suis pas payé pour faire le ménage. Clairement, on me l'a dit une fois. oui, Oui, mais c'est c'est pas ça. du ménage, c'est du nettoyage, c'est une opération Ouais, pharmaceutique, tout à fait. extrêmement importante donc Faut pas négliger. mmh, Donc on a souvent tendance, en production à vouloir aller plus vite, à produire plutôt qu'à passer du temps à nettoyer. Mais le nettoyage, c'est une opération pharmaceutique de production et c'est justement celle qu'il faut pas négliger. ouais, mais tu sais, moi, quand Donc là, en tant qu'ancien directeur de prod et manager de prod, moi, ce que je disais toujours, c'est que, bah, si vous avez, dans votre gamme, 1 heure pour faire, nettoyage plus, changement de l'eau plus, opération, vide de ligne et cetera, je veux pas 3/4 d'heure, je veux 1 heure. Si on a mmh gammé mh. 1 heure, vous devez mettre 1 heure. Je veux pas 45 minutes. Si 45 minutes, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est qu'on n'a pas, respecté la procédure ou qu'on a voulu aller plus vite et puis qu'on a négligé peut-être, quelque chose. Mmh. Non, mais c'est super, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, mais il faut maintenir le cap, sur ces aspects-là parce que c'est sûr que quand on nettoie, on pense qu'on ne produit pas. Il y a